Peut-être que pour commencer, on pourrait donner 4 chiffres qui sont très significatifs. En l'an 2000, il y avait 280 000 nouveaux cas de cancer en France, 150 000 morts. En 2017, il y a eu 400 000 nouveaux cas de cancer en France et toujours 150 000 morts. Alors on peut voir les choses de deux manières. La première, très optimiste, c'est de dire que finalement, en pratiquement 20 ans, la mortalité n'a pas bougé. C'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on a pratiquement doublé le nombre de nouveaux cas de cancer dans notre pays, comme on a d'ailleurs doublé le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde. En 2000, il y avait 10 millions de cas de cancer cette année-là dans le monde, avec 6 millions de morts. En 2020, mais on sait déjà qu'on y est pratiquement, on a les chiffres de 2017. En 2020, dans 2 ans, il y aura 20 millions au lieu de 10 millions de nouveaux cas, et il y aura 10 millions de morts au lieu de 6 millions. Le cancer, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Le cancer tue plus dans le monde que le sida, plus la tuberculose, plus le paludisme réuni. C'est donc un véritable problème de santé publique. Alors, si on est à peu près satisfait sur le fait que malgré l'augmentation très importante, le doublement de nombre de nouveaux cas dans notre pays, la mortalité soit restée la même, c'est quand même remarquable. Ça veut dire qu'on soigne très bien les cancers, qu'on les soigne de mieux en mieux. Et vous avez tous vu ou entendu parler de l'immunothérapie, cette nouvelle stratégie qui consiste non plus à administrer des produits chimiques toxiques, c'est-à-dire la chimiothérapie, mais au contraire donner des médicaments qui vont réveiller le système immunitaire, le système qui en permanence, grâce aux globules blancs, aux anticorps, nous défendre contre les bactéries, les virus qui nous encerclent, qui nous attaquent en permanence, mais qui malheureusement sont dans l'incapacité de nous défendre contre les cellules cancéreuses qui sont en nous. Et avec ces nouveaux médicaments, cette immunothérapie, on réveille notre système immunitaire et il se met à lui-même tuer les cellules cancéreuses et donc à guérir les malades. C'est remarquable, les traitements ne cessent de faire des progrès, mais on n'a que 20 minutes, alors je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. L'autre façon de regarder ces 4 chiffres, 2000-2017, c'est de constater que le nombre de cas a pratiquement doublé. Ça veut dire quoi, ça? Là, il n'y a plus les traitements qui jouent, ça veut dire qu'on n'a pas été bon sur la prévention. On n'a pas été capable d'éviter ce nombre impressionnant de nouveaux cas, ce doublement du nombre de nouveaux cas que nous avons eus, à la fois en France et, comme je vous l'ai dit, dans le monde. Pourquoi on n'est pas bon en prévention? Parce qu'on ne sait pas très bien comment fonctionnent les facteurs qui vont contribuer à provoquer l'apparition d'un cancer. Alors, bien sûr, des facteurs comme ça qui augmentent le risque d'avoir un cancer, pas qui donnent le cancer, mais qui augmentent le risque de tout un chacun d'avoir tel ou tel cancer. Ces facteurs, il y en a qu'on connaît, le tabac. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les gens qui vont fumer vont avoir un cancer? Non. Un fumeur sur 6 va développer un cancer du poumon, 5 sur 6 développeront d'autres pathologies, des bronchites chroniques, des problèmes cardiovasculaires, mais pas forcément un cancer. Alors on sait que le tabac, c'est cancérigène. Bon, 30% des cancers sont dus à ça. Ensuite, on sait que 30% des cancers, le cancer du sein, 55 000 nouveaux cas chaque année en France, 11 000 femmes qui meurent encore en France de cette maladie. Cancer de la prostate chez l'homme, pareil, 60 000 nouveaux cas, 11 000 morts. Bien, on peut se dire que là, ce sont les hormones qui ont joué un rôle de favorisant le cancer, les œstrogènes, les hormones féminines chez la femme, les androgènes, la testostérone, les hormones masculines chez l'homme. 30% plus 30%, ça nous fait 60%. On sait qu'environ 10-12% des cancers en France sont dus à des virus, des bactéries. C'est le cas du cancer du foie qui est lié au virus de l'hépatite. C'est le cas du cancer du col de l'utérus ou du pénis ou de la bouche ou de l'anus qui sont dus tous à ce virus qu'on appelle l'HPV, le papillomavirus, pour lequel, comme pour l'hépatite, d'ailleurs, il existe un vaccin, mais que stupiquement les gens n'utilisent pas et qui explique pourquoi il continue d'y avoir des jeunes femmes qui meurent encore en France du cancer du col alors qu'on a une prévention ici. Et puis on a quelques pourcents de cancers qui sont dus aux facteurs physiques, la radioactivité ambiante, celle qui est dans la Terre autour de nous, parce que la Terre est radioactive, celle des accidents nucléaires. Bon, très bien, probablement 1 ou 2% liés à la pollution. Et puis une fois que vous aurez fait le total de tout ça, il va vous rester 20%. Ces 20%, on sait aujourd'hui qu'ils sont dus à l'alimentation. Donc un cancer sur 5 est lié au fait, est lié à la nature de ce que vous allez manger, avec à la fois des aspects où vous allez avoir des aliments qui vont augmenter le risque de développer tel ou tel cancer chez tel ou tel individu, et des aliments qui vont au contraire réduire le risque de développer tel ou tel cancer chez tel ou tel individu. Pourquoi est-ce que j'insiste, malgré le peu de temps qu'on m'a donné sur cette idée de tel ou tel cancer, tel ou tel individu? C'est pour souligner d'emblée un point fondamentalement important,
c'est qu'il n'existe absolument pas de régime universel anti-cancer. Ce n'est pas vrai. Il y a des tas de charlatans qui régulièrement vous sortent des bouquins, des articles, des interviews et qui vous racontent que si vous mangez que ceci ou que cela, ou si vous bannissez tel ou tel produit, vous allez être à l'abri du cancer. C'est totalement faux. Ça fait 44 ans que je soigne des malades atteints de cancer. Il n'y a pas une consultation où je ne vois pas arriver à mon cabinet un malade ou une malade qui fait du sport, qui est mince, qui n'a jamais fumé, qui mange bio, qui mange végétarien, qui pourtant a un cancer. Ça n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas un truc qui vous évitera le cancer, il n'y a pas un truc qui va vous donner le cancer. Alors, alors après, vous avez le stress, c'est l'objet de mon dernier livre, L'enquête vérité, où j'explique quels sont les liens entre le stress, la tristesse et le fait d'augmenter son risque de développer tel ou tel cancer. Mais donc, l'idée générale, c'est qu'il n'y a pas de régime universel. Ce qui va être bon chez les blonds ne sera pas forcément bon chez les bruns. Ce qui va être bon chez les hommes ne va pas être nécessairement bon chez les femmes, chez les jeunes, chez les vieux, chez ceci, cela, ou pour la prévention de tel cancer, ou au contraire pour la prévention de notre cancer. À partir du moment où on a dit qu'il n'y a pas de régime universel, on rentre dans un niveau de complexité extrêmement important. Ça serait tellement simple de dire, voilà, vous ne fumez pas, il n'y aura pas de cancer. Ou vous mangez de la grenade tous les jours, il n'y aura pas de cancer. Mais non, mais ça ne marche pas. Donc, ça n'est plus simple. On rentre dans un niveau de complexité particulièrement important. On va en trouver deux autres de niveaux de complexité quand on va aborder ce sujet des liens entre alimentation et cancer. Le deuxième niveau de complexité auquel je vais faire référence, c'est que comment peut-on déterminer ce qui se passe dans notre organisme quand on mange une banane ou un steak ou des frites ou des carottes râpées? Comment tel ou tel aliment qu'on met dans notre bouche, qu'on mastique, qu'on avale, qu'on digère, qu'on rejette, comment ça va augmenter ou réduire le risque de développer tel ou tel cancer? Cette relation entre l'aliment lui-même et le risque de cancer, c'est ce qu'on appelle la nutrigénomique, et c'est une science qui en est véritablement à ses balbutiements. Alors, comment est-ce qu'on le sait? On a une façon de le savoir qui pourrait sembler assez logique, c'est l'expérimentation au laboratoire, notamment sur les animaux de laboratoire. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, il faut bien comprendre que nous, les êtres humains, et j'ai qu'à vous regarder, ou vous avez qu'à vous-même vous regarder, nous, les êtres humains, nous sommes tous différents les uns des autres. Ce qui n'est pas vrai pour les animaux de laboratoire. Vous savez, moi, j'ai pendant 30 ans eu un très, très grand laboratoire de recherche. On achetait des animaux pour faire les expériences. Ces animaux sont tous jumeaux les uns des autres. Ils ont tous le même patrimoine génétique. Vous achetez 200 souris balbecées, c'est une marque. Les 200 sont des sœurs jumelles. Elles sont identiques. Donc, si elles ont le même patrimoine génétique, elles vont avoir la même façon de digérer les aliments. Pourquoi? Parce que ce qui nous permet de digérer les aliments, ce sont nos enzymes. Les enzymes que nous avons dans la salive, puis dans l'intestin, etc. Or, comment est fabriquée une enzyme? Une enzyme, c'est une protéine, elle est fabriquée grâce à un gène. Si les 200 souris ont le même gène, les 200 souris auront les mêmes enzymes, et les 200 souris vont digérer les aliments de la même manière. Mais dans la mesure où nous, êtres humains, nous n'avons pas le même patrimoine génétique, nous n'allons pas avoir non plus le même patrimoine enzymatique, et c'est ce qui va expliquer ce que tous vous avez intuitivement compris. Nous ne digérons pas les aliments de la même manière. Ma femme va manger un plat, elle ne va pas grossir. Moi, le même plat, je vais grossir. Il y a des gens qui peuvent manger piquant et le digérer. D'autres, dès qu'ils mangent un truc un peu piquant, on vient de passer dans les rayons Tunisie, tout ça. Bon, j'étais avec quelqu'un qui, dès qu'il goûtait un peu d'harissa, ne se sentait pas bien. On ne digère pas tous les aliments de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes enzymes, parce qu'on n'a pas les mêmes gènes. Donc, à partir du moment où on a dit ça, qu'on est arrivé à ce deuxième niveau de complexité, comment peut-on tirer une information valide pour ce qui nous concerne de l'expérimentation animale qui, elle, se fait sur des animaux qui sont très différents de nous. Troisième niveau de complexité. Très bien. Vous vous posez la question, est-ce que le gorgonzola, puisqu'on est dans les fromages là, est-ce que le gorgonzola, ça donne le cancer? Très bien. Vous prenez 200 souris, vous les répartissez en deux groupes. 100 souris, vous leur donnez que du gorgonzola pendant 6 mois. Et les autres 100 souris, vous leur donnez les graines normales qu'on donne aux souris de laboratoire. Et au bout de 6 mois, vous regardez combien il y a de cancer dans le groupe gorgonzola et combien il y a de cancer dans le groupe graines normales. Et s'il y en a plus chez les gorgonzola, ça veut dire que le gorgonzola augmente le risque de cancer. Très bien. Vous pouvez faire ça avec les êtres humains? Absolument pas. Vous pouvez prendre 200 femmes du même âge, de la même couleur, du même niveau socio-économique, tout ce que vous voulez. Elles se ressemblent très bien, ces 200 femmes. Vous les répartissez en deux groupes. Et à 100, vous allez dire dorénavant, pendant 6 mois, vous mangez que du gorgonzola?
C'est totalement impossible. Donc vous avez là les limites de l'expérimentation. On n'arrive pas à faire de l'expérimentation sur notre alimentation et le risque, l'impact sur le risque individuel de cancer. Pour ces deux raisons, nous ne sommes pas des souris, nous n'avons pas le même patrimoine génétique ni le même patrimoine enzymatique, nous ne digérons pas les aliments de la même manière. Deuxièmement, notre alimentation est d'une complexité incroyable, car quand je veux voir, moi, ce que donne le gorgonzola, puisqu'on a pris cet exemple, très bien, mais dans mon repas, si je vais poser des questions à des gens, vous qui avez mangé du gorgonzola pendant des années, est-ce que... Mais très bien, sauf que si je prends le gorgonzola après avoir pris des carottes râpées, puis un petit poisson vapeur, puis des haricots verts, puis mon gorgonzola, et j'ai fini avec un fruit, avec de l'eau, ou au contraire, j'ai commencé avec une tranche de pâté, j'ai suivi avec un gros steak, avec de la béarnaise, des frites, du pain, du vin, j'ai pris mon fromage et après j'ai pris un gâteau, un café, un cognac, un cigare. Comment je sais quel était le rôle du gorgonzola au milieu de tout ça? La complexité de notre alimentation, plus la complexité de notre patrimoine génétique fait que cette méthode expérimentale ne fonctionne pas dès lors que l'on veut étudier le lien entre alimentation et cancer. Et c'est pour ça que chaque fois que vous entendez parler d'un scoop où on vous dit les oméga 3, le ceci, cela, ça fait un truc génial dans le cancer, pas du tout. C'est tiré chez l'animal. Ça ne veut absolument pas dire que ce soit vrai chez l'homme. Alors, ça, forcément, vous allez être déçus. Vous êtes venus pour savoir qu'est-ce qu'il fallait manger, et je vous dis qu'on ne peut pas le savoir. Alors, on a quand même d'autres façons d'approcher la vérité. Une de ces façons, c'est de faire des études sur les êtres humains en leur posant des questions, pas en leur faisant manger la même chose pendant 6 mois. Ça, ce n'est pas éthique. Donc, on peut leur poser des questions. Ce sont des études qu'on appelle épidémiologiques. On va questionner 100 000, 200 000, 300 000 personnes et on va leur demander qu'est-ce que vous mangez et on va regarder si, par exemple, chez les malades atteints de tel cancer, les gens avaient tendance à manger plus de ce produit-là que chez les gens du même âge, du même statut socio-économique, du même sexe, etc. Toujours, on prend des choses qui se ressemblent, qui n'a pas mangé ce produit-là pour voir s'il y a plus de cancer chez les uns et chez les autres. C'est comme ça qu'on a découvert que le tabac donnait le cancer, par exemple. Très bien. Sauf que quand vous avez un diagnostic d'un tout petit cancer, on va prendre le cancer du sein, pardon mesdames, mais on prend toujours ce cancer, je ne sais pas pourquoi comme exemple. Mais quand vous avez un tout petit cancer du sein qui fait à peine 1 centimètre, c'est une toute petite boule, 1 centimètre dans le sein, il faut savoir que cette boule, elle contient 1 milliard de cellules cancéreuses qui sont regroupées les unes à côté des autres. Or, ce milliard de cellules cancéreuses qui constituent cette tumeur dans le sein chez cette femme, ce milliard de cellules cancéreuses provient d'une cellule qui un jour est devenue cancéreuse dans le sein de cette femme. Cette cellule a muté son patrimoine génétique, elle est devenue maligne, elle est devenue cancéreuse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qui est propre aux cellules cancéreuses, elles se multiplient. Une cellule en donne 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, jusqu'à arriver à 1 milliard. Pour partir de une cellule et arriver à 1 milliard, donc à la petite boule que vous avez trouvée sur la mammographie, il faut 33 multiplications par 2, croyez-moi. 33 multiplications par 2 en supposant que chaque cellule qui naît, donc une donne 2, que les deux soient aussi capables d'engendrer 4. Or, comme les cellules cancéreuses ne sont pas tout à fait normales, il y en a beaucoup qui, en fait, apparaissent mais sont incapables d'aller plus loin, de se diviser et finalement meurent sans descendance. Mais imaginez un système parfait d'une efficience totale, une cellule en donne 2, qui en donne 4, qui en donne 8, qui en donne 16. Très bien, il vous faut 33 divisions. Or, 33 multiplications par 2. Or, pour qu'une cellule soit capable de se diviser, de donner naissance à 2 cellules, prenez un élément très simple. Dans une cellule humaine, même si elle est cancéreuse, il y a 46 chromosomes. Bien, si elle va se diviser pour donner 2 cellules, chacune des 2 cellules filles qui vont naître devra avoir aussi 46 chromosomes. Ça veut dire que la cellule maman cancéreuse, avant de se diviser, il faut qu'elle double ses chromosomes, qu'elle passe à 92 pour pouvoir ensuite en donner 46 à chacune de ses filles. Ben, il faut du temps pour fabriquer 46 chromosomes. Pour une cellule du sein, on pense qu'il faut à peu près 5 mois, 5-6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites le diagnostic d'un cancer qui fait 1 centimètre, eh bien l'histoire de ce cancer a commencé 33 fois 5-6 mois avant, c'est-à-dire 25-30 ans avant. Donc quand vous dites, madame, est-ce que vous avez l'habitude de boire du vin, de manger des sardines, de manger piquant, de prendre de la viande rouge, etc. La question, ce n'est pas si hier vous avez mangé de la viande, c'est s'il y a 30 ans vous avez mangé de la viande. Et là, vous vous heurtez à un nouveau
mécanisme de complexité qui est le souvenir, qui est la mémoire et qui est la sincérité. Alors, tant que c'est pour parler de la viande ou des frites, les gens, bon, ils vont essayer de dire, oui, effectivement, je mangeais des frites quand j'avais 18 ans à la maison, et à 19 ans, ben, j'en mangeais un peu, tout ça. Bon, on approche à peu près de la vérité. Mais dès que vous parlez d'un truc où les gens se sentent un peu culpabilisés, comme l'alcool, par exemple le vin, le type, il vous dit, non, non, moi j'en buvais très peu, hein, un demi-verre, alors qu'il en buvait 4 verres qui se saoulaient le samedi soir. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de dire la vérité. Donc, vous avez une imprécision qui est inhérente à la notion de mémoire et à la notion de sincérité dans la déclaration. Mais néanmoins, malgré ça, on arrive à approcher, parce qu'on prend beaucoup de cas, on ne va pas faire ça sur 20 personnes, on va faire ça sur 400 000 personnes. Et si quelqu'un ne se rappelle pas bien et diminue sa quantité, l'autre au contraire se rappelle trop et augmente sa quantité, on peut estimer que finalement, on va arriver à une vérité médiane. Mais attention, des fois, ces histoires-là peuvent mener très loin. Par exemple, en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un grand truc dans les médias. On a dit, voilà, le vin, hein, pas l'alcool, le vin donne le cancer dès le premier verre. Le cancer augmente le risque de cancer dès le premier verre. Ça veut dire que là, il faut prôner l'abstinence. C'est fini, il ne faut plus boire. Bien, c'était un très grand chercheur qui s'appelait Klatsky, en Californie, qui a pris 400 000 volontaires californiens à qui il a posé la question, depuis tant d'années, combien buvez-vous de verres par jour? Et il a classé les gens, les volontaires, en abstinents, 0 verre, 1 verre, 2 verres et 3 verres ou plus, 4 groupes. Et quand il a regardé le risque de cancer dans les 4 groupes, il a remarqué qu'il y avait une augmentation du risque dès le groupe, par rapport à 0, dès le groupe qui disait 1 verre. Donc il a publié, c'est là que c'est sorti, le vin donne le cancer dès le premier verre. Sauf que dans les mois qui ont suivi sa publication, il est retourné, il travaillait dans un hôpital à Los Angeles, il retourne à son hôpital et là, il tombe sur un des types qui avait déclaré qu'il buvait jamais, qui buvait un verre, je veux dire, et qui était en coma éthylique. Alors, ça a quand même posé la question. Et là, il s'est dit, quand même, ils ont peut-être beaucoup menti. Donc, il a regardé tous les gens du groupe un verre et il a éliminé tous ceux qui, en fait, avaient été hospitalisés pour problème d'alcoolisme, qui avaient été arrêtés en conduite en état d'ivresse, qui avaient battu leur femme sous l'effet de l'alcool, etc. Et quand il a éliminé tous les menteurs, finalement, il n'y avait pas d'augmentation du risque dès le premier verre, ça apparaissait à partir de 3 verres ou plus. Donc regardez comment le fait de sous-déclarer va modifier les conséquences de votre étude. Donc ça, c'est extrêmement important. Un autre mécanisme qui peut perturber ces études, c'est qu'au moment où vous faites l'étude, vous pouvez ne pas connaître tous les facteurs qui vont contribuer à l'apparition de tel ou tel cancer. Prenez par exemple les cancers de la bouche. Quand vous regardez les rapports internationaux sur le lien, encore une fois, entre le vin et les cancers de la bouche, vous voyez que finalement, on arrive à une augmentation du risque chez les buveurs excessifs par rapport aux buveurs modérés. Hein, il n'y a pas d'abstinent, là c'est 1 verre versus plus de 3 verres. Vous avez une augmentation du risque d'environ 2%. Bon, c'est très faible. Très bien. Le problème, c'est que toutes les études qui ont servi à faire arriver à cette conclusion d'une augmentation du risque de 2%, toutes ces études étaient antérieures à 2006. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'en 2006, on a fait une découverte très importante. C'est qu'en fait, 70% des cancers de la bouche ne sont pas dus directement à l'alcool ou au tabac, mais sont dus à un virus, le papillomavirus, qu'on attrape dans la bouche lors des tout premiers rapports horosexuels, cunnilingus, fellation, dès l'adolescence. Mais après, on développe tous une immunité dans la bouche qui fait qu'on peut continuer, sauf certains individus qui gardent le virus dans la bouche et quand ils deviennent adultes, pendant 30-40 ans, ce virus provoque l'effet cancérigène. Le problème, c'est qu'avant 2006, on ne savait pas qu'il y avait ce virus qui pouvait être responsable des cancers de la bouche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut refaire toutes les études pour voir si dans le groupe buveur modéré par rapport au buveur excessif, il y avait plus de contaminés par le virus HPV dans un groupe ou dans l'autre, puisque c'est un facteur important. C'est comme si vous aviez oublié de regarder s'il fumait ou il ne fumait pas. Comment vous pouvez dire le vin alors que vous n'avez même pas regardé le tabac? Et bien là, vous n'avez même pas regardé le virus, pas parce que vous êtes des mauvais chercheurs, mais parce qu'on ne le savait pas. Et donc, on passe à côté d'une vérité, encore une fois. Donc, voilà, je vous ai dressé en 15 minutes à peu près un tableau de la complexité du problème qu'on m'a demandé de régler en 20 minutes. Donc, c'est très difficile. Alors maintenant, quelques éléments. Il n'y a pas de régime universel contre le cancer.
Quelle est la meilleure façon de se prémunir contre le cancer par rapport à l'alimentation? C'est de varier son alimentation. Et la meilleure façon de varier son alimentation, c'est de suivre les saisons. La saisonnalité est source de diversité et la diversité est source de prévention. Il ne faut pas non plus diversifier uniquement les aliments, mais il faut diversifier les modes de cuisson. Par exemple, la cuisine barbecue, tout le monde sait que le barbecue est cancérigène parce que dès que vous avez du noir sur un aliment, l'aubergine grillée à l'italienne, la saucisse sur le barbecue, dès que vous avez du noir qui marque un aliment, ce noir, c'est des hydrocarbures polycycliques, c'est des amines aromatiques, c'est de l'acrylamide, c'est des substances hautement cancérigènes, absolument les mêmes que celles qu'il y a dans la fumée du tabac. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut jamais manger un barbecue? Absolument pas. Nous arrivons à survivre à notre mode de vie depuis des millénaires parce que nous avons des systèmes de défense qui nous permettent de réparer tout ce qui nous abîme en permanence, y compris au travers de notre alimentation. Ça, vous le saviez, mais par exemple, je vous donne une autre indication, la cuisine au wok, la cuisine telle que les Occidentaux utilisent le wok, qui est un mode de cuisson asiatique, ça, c'est cancérigène. Pourquoi c'est cancérigène? Si vous prenez, ça a été fait avec des laboratoires certifiés, avec des huissiers, etc. Si vous prenez une poêle plate, vous mettez une certaine matière grasse, vous faites chauffer, vous mettez un aliment, une protéine, des crevettes, un steak, des légumes, la température va monter à 160 degrés, à peu près. Si vous prenez un wok sur le même feu, avec les mêmes matières grasses et les mêmes aliments dedans, la température va monter à 350 degrés. Or, à 350 degrés, vous avez dépassé ce qu'on appelle le point de fumée, c'est-à-dire la température à partir de laquelle les huiles deviennent cancérigènes. Et c'est pour ça que la cuisine au wok est cancérigène. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi les gens, ils ont inventé ça, ils l'ont gardé pendant des millénaires? Ah non, 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 non. Les Chinois, tout ça, les paysans qui ont inventé le wok, il y a des milliers d'années, ne l'utilisent pas comme nous. Eux, ils mangent essentiellement du riz qu'ils ont fait bouillir dans de l'eau. Et dans le wok, pourquoi ils ont inventé le wok? Parce qu'ils avaient très peu de bois, et donc il fallait faire un âtre, un feu très petit. Quelques brindilles, ça chauffait un point, puisque ces courbes, ça chauffait le point le plus bas de la poêle du wok. Nous, on avait des forêts géniales, les paysans avaient de quoi couper du bois et de quoi chauffer, on a fait des feux plus grands, donc le feu, la température se répartissait sur l'ensemble de la poêle. Deuxièmement, les Chinois, ils mettaient 150 grammes de riz dans le bol, et dans le wok, ils faisaient cuire pendant 1 minute. 1 minute et demie. Ils faisaient cuire 30 grammes de quelque chose qu'ils mettaient sur le riz. Nous, on met tout, le riz, les crevettes, les machins là-dedans, un peu de soja, on remue. Tout ça est à 350 degrés. Tout ça prend des substances cancérigènes et vous allez les manger après. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais manger chinois? Pas du tout. Vous pouvez manger chinois. On a des systèmes extrêmement puissants de réparation. Et donc, nous pouvons nous faire du mal et nous arrivons à éviter le cancer pour autant. En France, il n'y a qu'un homme sur 2 qui a un cancer, qu'une femme sur 3. À vous de voir les chiffres positivement ou négativement. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi systématique, je vous l'ai dit dès le début. L'idée que je fume, je vais avoir un cancer, je ne fume pas, je n'aurai jamais de cancer, c'est faux. Je ne mange pas de wok, je ne fais pas de barbecue, je n'aurai jamais de cancer. Je fais du wok, je suis asiatique, je mange au wok à la façon française et je fais du barbecue tout l'été, je vais avoir un cancer. C'est également totalement faux. Après, vous allez avoir, je vous ai dit, ce n'est pas universel, donc saisonnalité, diversité dans les modes de cuisson, dans les aliments. Et je vous ai dit également que nous sommes tous différents et que ce qui peut être bon pour l'homme n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Vous prenez par exemple les laitages. Toutes les études épidémiologiques avec les incertitudes que j'ai signalées montrent que la consommation excessive de laitage, enfin importante, augmente le risque de cancer de prostate chez l'homme, mais réduit le risque de cancer du côlon chez la femme. La femme et l'homme, ce n'est pas pareil. Par exemple, il y a une très belle étude sur les infirmières américaines qui a montré que la consommation excessive de jus d'orange, notamment chez les gens blonds ou roux avec des yeux bleus, verts, avec des taches de rousseur et qui ont tendance à faire des coups de soleil au lieu de bronzer au soleil, augmente le risque de mélanome malin, qui est un cancer de la peau extrêmement grave. Le jus d'orange, mais pas le jus de grenade et pas le jus d'abricot ou de poire ou de ce que vous voulez. Donc tout, ce n'est pas aussi clair que ça. Alors, juste peut-être un mot pour finir, pour vous dire, j'ai parlé du vin, donc vous avez bien compris qu'en fait, l'idée que le vin soit cancérigène dès le premier verre est fausse. Je vais finir sur la viande rouge, parce qu'il y a 3 ans, on nous a fait peur en disant que la viande rouge
était classée comme potentiellement cancérigène. En fait, pratiquement aucun journaliste n'a vraiment lu le rapport, qui, je dois dire, fait 400 pages. Mais à la fin du rapport, en tout cas, les experts qui ont classé la viande rouge comme ça ont bien indiqué que, en réalité, aucune étude n'a jamais montré que la viande rouge était cancérigène. Mais qu'il y avait une tendance à montrer que c'était cancérigène et qu'on connaissait un mécanisme qui pourrait expliquer pourquoi la viande rouge serait cancérigène, notamment parce que dans la viande rouge, il y a du sang. Dans le sang, il y a ce qui colore le sang, le pigment, le colorant qui s'appelle l'hémoglobine. Dans l'hémoglobine, il y a l'hème et la globine. Dans l'hème, il y a du fer. Et ce fer qui est dans l'hème de l'hémoglobine du sang, on sait que c'est un fer qui a tendance à augmenter le risque de cancer. Mais comme le disent les experts, aucune étude ne l'a jamais montré. Par ailleurs, comme le disent aussi les experts, l'essentielle, l'immense majorité des études sur le rôle de la viande rouge dans le risque de cancer viennent des États-Unis. Or, est-ce que les Américains et nous, Européens et notamment Français, nous parlons de la même chose lorsque nous parlons de la viande rouge? Pas du tout. Si vous prenez un morceau très classique, le filet de bœuf, c'est une pièce particulière du bœuf. Si vous prenez le filet de bœuf, en France, le filet de bœuf, 100 grammes de filet de bœuf, ça contient 150 calories et ça contient 4% de lipides. C'est une viande qui n'est pas très grasse. Si vous prenez, alors c'est en moyenne, parce qu'il y a différentes races de viande, plus ou moins grasses. Si vous prenez 100 grammes de filet américain, en moyenne, en France, 150 calories, aux États-Unis, 290 calories. Si vous prenez les matières grasses, les lipides, 4% sur le filet français, 24% sur le filet américain. C'est pour ça qu'elle est bonne, la viande américaine, elle a du jus, elle a du goût, etc. Donc, vous ne parlez pas de la même viande. Deuxièmement, c'est-à-dire en termes de calories, en termes de lipides, en termes de ce que vous voulez, ce n'est pas la même chose, un morceau de viande français et un morceau de viande américain. Deuxièmement, intuitivement, d'ailleurs les experts le disent, pourquoi ils n'arrivent pas à la conclusion? Mais parce que la façon dont vous allez cuisiner la viande va jouer son rôle là-dedans. Alors, quand vous regardez comment cuisine-t-on la viande aux États-Unis et en France, les études de consommation, le Credoc, tout ça, nous montrent que en France, 70% des Français aiment la viande rouge, saignante ou crue, carpaccio, tartare, un morceau de viande saignante, alors que 70% des Américains l'aiment très cuite et marquée par la flamme, le fantasme du cow-boy, vous voyez, qui fait cuire ça sur le feu de bois. Or, dès que c'est marqué par la flamme, il y a des substances cancérigènes. Est-ce que c'est pareil? Non. Enfin, la majorité, vous n'êtes pas obligé de me croire, allez sur Internet, les rapports sont disponibles, la majorité des enquêtes qui ont servi aux experts à se faire une idée sont des enquêtes dans lesquelles on a comparé le risque de cancer chez les gens, non pas en fonction du nombre de grammes de viande rouge qu'ils consommaient par jour, par semaine ou par mois, mais en fonction du nombre de portions. Or, les mêmes enquêtes de consommation montrent qu'une portion de viande rouge en France, c'est environ 90 grammes, alors qu'une portion de viande rouge aux États-Unis, c'est environ 200 grammes. Ça veut dire que quand eux, ils mangent une portion, nous, on en mange deux, au moins, voire un peu plus. Mais vous le savez, quand vous allez aux États-Unis, on vous sert un steak, vous avez du mal à le terminer. Alors qu'en France, chez les gens, on mange 80 grammes, 100 grammes de viande, on sent ça comme une portion normale. Donc, finalement, est-ce qu'on peut tirer une conclusion aussi formelle que ne mangeons plus de la viande rouge quand on a basé l'expertise sur des éléments improbables, compliqués, différents, et sans qu'en plus aucune étude n'ait vraiment démontré la chose? Je crois qu'on peut rester assez tranquille et on peut continuer de manger de la viande rouge telle qu'on la mange en France, c'est-à-dire des portions modérées, de la viande peu grasse et cuite comme on la cuit en France. Ça, je ne pense pas que ça augmente de façon significative le risque de cancer. Voilà. Est-ce qu'il y a, à partir de là, des conseils? Qu'est-ce que c'est la base d'un régime? J'ai écrit un livre il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qui s'appelait « Le vrai régime anti-cancer ». À la page 2 du livre, dans la préface, je disais « Attention, vous allez être déçus, il n'y a pas de vrai régime anti-cancer. Le seul vrai régime, c'est de vous dire qu'il n'y en a pas. Le seul vrai régime, c'est de vous dire que peut-être en changeant un peu votre alimentation, vous allez l'augmenter votre risque d'1 ou 2%, le réduire d'1 ou 2%. Mais encore une fois, ce n'est pas si je fais ça, j'ai le cancer, si je ne le fais pas, je ne l'aurai jamais. La seule façon de mettre toutes les chances de son côté, c'est de vraiment, d'abord de ne pas croire les balivernes qu'on vous sort régulièrement dans les scoops sans intérêt pour les scientifiques, mais malheureusement pour les journalistes, oui. Et puis, suivez les saisons, diversifiez les modes de cuisson, diversifiez les aliments que vous mangez et mangez modérément de tout. Faites attention pour le reste
à ne pas trop grossir, car l'obésité est un facteur de risque de cancer. Ça intervient aussi avec l'alimentation. Je vous remercie.